Allez, grave, salut. Rapide vidéo, on va regarder les rapports de Bank of America, enfin anciennement Merrill Lynch, que je trouve toujours très à propos, très bon. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais actuellement, c'est plutôt le cas. Donc, j'ai pas eu le temps la semaine dernière de faire le rapport de la semaine d'avant. En règle générale, ils sortent le vendredi. Et donc du coup, bah, on va juste faire rapidement celui-ci et on va faire celui qui est sorti là de ce vendredi. Globalement, ce que j'aime bien, c'est en règle générale, le titre vous annonce la couleur. Ce que j'aime bien également, c'est le titre de ce rapport qui s'appelle le Flow Show, donc c'est vraiment les flux. Hein, donc on se concentre vraiment là-dessus et c'est pour moi quelque chose qui est la plus importante. Après, ils ont cet indicateur ici, vous voyez sur Twitter et compagnie, vous avez ces indicateurs justement qui sortent pas mal pour vous expliquer le sentiment de marché. Et donc évidemment, si tout le monde est en train de broyer du noir, c'est l'idée de se dire que c'est acheteur. Prenez énormément ces indicateurs-là avec des pincettes parce que ça vous donne absolument pas nécessairement le timing. Là, actuellement, tout le monde dit très bien, c'est le bottom, etc. Mais vous ne savez absolument pas si c'est un point de bas intermédiaire qui vous permet de rebondir, mais à l'intérieur quand même d'une tendance baissière. Donc on ne sait pas si dans un mois, dans 2 mois, on n'est pas beaucoup plus bas. Et je dirais même, c'est plutôt le scénario actuellement. Donc ça vous permet d'avoir le sentiment à un instant T sur un certain nombre de caractères. Pour moi, celui de CNN est pas tip top. Je préfère celui de Bank of America, mais c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser comme un signal pour autant. Hein. Donc faites bien attention à ça. Donc du coup, globalement, ce qui ressort de ce rapport, c'est, j'ai entouré ici en vert, c'est l'importance de, on voit la banque centrale d'Angleterre, donc qui nous explique qu'en gros, ils vont taper les 10% d'inflation, croissance à zéro. Donc concrètement, voilà, on est typiquement dans un avenir où on va se dire stagflation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de bien faire attention à comparer ce qui est comparable. Pour moi, c'est plutôt les années 50 plutôt que les années 70. Mais l'idée vraiment, ce qui est important, c'est bien de se dire, ok, on va vers une stagflation éventuelle, surtout en Europe, plus qu'aux US, mais aux US, on va vers une décroissance, on va éviter de parler de récession, parce que faut bien se dire à un moment donné que les banques centrales sont pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées finalement à resserrer trop tardivement. Resserrer finalement, c'était l'année dernière qu'il fallait le faire, cette année c'est tardif. L'inflation reste en mode pic, on sait qu'en novembre, on a les midterms notamment aux US. Donc on sait très bien que la Banque centrale est également, même si elle doit être indépendante, connectée politiquement. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est combattre l'inflation, donc monter les taux, mais très rapidement également, on ne veut pas détruire l'économie. Donc le plan finalement de la Fed va très certainement être coupé en deux. Alors bah, évidemment, la Fed ne peut pas vous l'expliquer comme ça. La Fed ne peut pas vous expliquer que voilà, le plan qu'ils ont sorti il y a un mois, finalement, ça va commencer à tirer dans les pattes de l'économie, donc ils n'iront pas au bout, parce que ça casse la crédibilité. Donc concrètement, c'est un petit peu le jeu, vous le savez, où on rigole toujours, on dit je sais que tu sais que je sais que je sais, et c'est exactement ça. C'est en gros les banques centrales, on sait, elles sont pas bêtes. Hein. Il faut arrêter de penser que les gens qui sont au sein des banques centrales sont bêtes. Ils sont en règle générale en retard, et ça c'est quelque chose de normal. Et l'idée, c'est que là, ils sont pieds et poings liés d'un point de vue politique. La BCE, c'est la même chose. Donc on relève les taux tant que l'on peut, mais ce cycle de resserrement monétaire poussera à un moment donné à nouveau à un cycle accommodant. Parce qu'il faut bien se dire, c'est un petit peu comme l'immobilier aujourd'hui. Certes, les taux remontent, donc vous prenez un crédit, oui, ça coûte plus cher de prendre un crédit aujourd'hui. Mais historiquement parlant, sur les 20, les 30 dernières années, ou même ne serait-ce que les 10 dernières années, vous êtes quand même à des taux qui sont excessivement bas. Donc on est toujours dans des politiques accommodantes. Même chose quand on regarde les banques centrales. Oui, on est en train de remonter les taux. On les remonte fortement, en effet. Quand on vient de 0, on remonte à 2 en l'espace de quelques mois. Oui, en effet, c'est fort. Et on voit tout à fait le marché qui s'ajuste avec volatilité. Mais pour autant, après, il faut savoir raison garder.
savoir un petit peu ce que cela veut dire et bien comprendre qu'on est dans un ajustement vis-à-vis de ces taux. Ce que le marché n'a pas potentiellement encore ajusté, c'est l'impact économique qu'il peut y avoir. Mais je veux dire, la Banque centrale américaine n'a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied et à tirer une balle dans le pied de l'économie. Je veux dire, c'est là toute la question de se dire, est-ce que les banques centrales sont en train de faire l'erreur aujourd'hui de resserrer trop rapidement et pendant trop longtemps, c'est-à-dire que très rapidement aussi, ces banques centrales-là vont devoir arrêter de resserrer pour éviter justement d'impacter l'économie, puisqu'on sait très bien qu'il faut 6-9 mois pour impacter l'économie. Mais globalement, l'inflation aussi a en elle-même ses propres solutions. Et d'un autre côté, on sait très bien que les banques centrales relèvent les taux, c'est la guerre de monnaie, donc c'est surtout ça qui va faire fluctuer l'inflation importée, surtout vis-à-vis des matières premières. Et surtout donc pour l'Europe globalement. Et donc on sait très bien également qu'en relevant les taux, essentiellement on ne fait rien vis-à-vis du problème majeur aujourd'hui, qui est un problème non pas, c'est un problème d'offre, c'est un problème d'offre structurelle. C'est-à-dire on a beau relever les taux pour empêcher en effet l'économie d'investir et le consommateur de consommer, et on réduit donc l'inflation des prix, il y a une problématique, c'est qu'on reste aujourd'hui dans un monde qui est démographiquement en croissance, et on reste dans un monde aujourd'hui qui certes décélère, mais reste en croissance, donc on consomme de plus en plus d'énergie, en plus avec la guerre en Ukraine qui continue, eh ben on continue à avoir l'embargo, le truc, le machin. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, la problématique c'est qu'on paye 10 ans de sous-investissement dans les matières premières dans le vieux monde. Donc à partir de ce moment-là, on ne va pas le résoudre du jour au lendemain. Et certes, on peut remonter les taux, mais ça ne résout pas le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de ressources. Et donc ce manque de ressources, même si la Fed remonte les taux, elle ne va pas impacter durablement l'inflation de la hausse des cours des métaux, parce que c'est lié avant tout à un déficit d'offres plutôt que justement juste à une question de taux. Donc en plus, avec l'ESG et compagnie, on a bien compris qu'il faut continuer d'investir, parce que la transition énergétique c'est ça, on avait parlé dans les vidéos il y a déjà 2 ans, mais on a bien compris que globalement, il faut quand même continuer d'investir dans les matières premières, parce que c'est encore pour les 10 prochaines années minimum quelque chose dont on va avoir besoin. En plus, si on veut maximiser justement les énergies renouvelables, l'écologie, etc., et les investissements là-dedans, ça demande également pour toutes les constructions d'infrastructures, etc., ça demande encore plus de matières premières qui sont fossiles ou qui sont non renouvelables, cuivre et compagnie. Donc c'est là aussi où c'est important, je vous l'avais dit, on peut avoir une peur du marché, donc une baisse des prix pendant un laps de temps court, dans le sens récession, baisse de la croissance, donc baisse de la demande des matières premières. Mais à long terme, la problématique reste la même, c'est qu'on est en déficit d'offres. Donc ça aussi, il faut bien l'intégrer justement dans le nouveau paradigme, et c'est ce que Goldman Sachs a sorti également comme étude, c'est le nouveau paradigme de ces 10 prochaines années. La transition, voilà, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ça, voilà, globalement, on en avait déjà parlé. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est en gros surtout, ça c'est sorti pas mal sur les réseaux, donc Bank of America qui nous donne un S&P à 3000. Parce qu'ils partent du principe en gros qu'aujourd'hui on a atteint un point bas sur le fait qu'on ajuste les marchés, et donc les price earning ratios notamment, et la cherté du marché par rapport à la hausse des taux. Donc on intègre ce que va faire la Fed. On intègre également que la Fed ne pourra pas aller au bout, donc c'est ce qui permet un petit peu de rebondir justement sur les valeurs de croissance, etc. Puisque même si c'est des mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles en fait poussent la Fed du coup à moins agir dans le futur. Alors pas sur les 2 prochaines réunions, mais potentiellement dès la rentrée, à partir d'août, quand ils vont faire le Jackson Hole, et à partir de la réunion de septembre. Mais pour autant, Bank of America nous donne un objectif à 3000 pour le S&P et à 10 000 sur le Nasdaq. Dans l'idée, c'est quoi l'idée ? C'est de se dire qu'à un moment donné, la Fed va quand même faire son erreur et va impacter l'économie. Et donc peut-être qu'on ne touchera pas la récession aux US, mais on va être dans une décroissance. Donc du coup, baisse des marges des sociétés, baisse des chiffres, baisse des profits des sociétés. Et donc on impacte également dans un deleveraging. Après, en gros, le deleveraging que vous avez vis-à-vis de la hausse des taux, vous avez l'impact économique. Donc c'est bien comprendre qu'en gros, on peut faire
le parallèle plutôt avec les années 2000, c'est on fait exploser les bulles, on fait du deleveraging et ensuite ça nous impacte l'économie. C'est pas comme en 2008, la crise économique qui ensuite impacte les marchés. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là. Pour autant, voilà, il prenait en exergue justement qu'on avait énormément, on avait à peu près la moitié des actions du Nasdaq qui étaient 50% en dessous de leur plus haut à un an. Donc on a déjà des corrections énormes qui ont eu lieu, ça voilà, on le savait déjà. Jusqu'à présent, on ne touchait pas les gros qui étaient les GAFAM, et c'est pour ça que les indices tenaient tant bien que mal, mais on a commencé à les toucher la semaine dernière. Et c'est là où on a commencé à parler de capitulation. Mais pour moi, la capitulation, elle n'était pas, elle est sur certains secteurs et elle est sur certaines valeurs, hein, notamment celles qui étaient les plus survalorisées il y a encore quelques mois. Mais sur les grandes GAFAM, etc., et sur les indices en tant que tels, on ne peut pas parler d'une vraie capitulation. Il y a eu du deleveraging, on a dérisqué, mais globalement, on n'a pas vraiment fait capituler le marché. Et on voit le marché aussi, il n'est pas dans une capitulation de tout. Les secteurs énergie, les secteurs défensifs, même les banques, etc., ça continue d'être très résilient, ça continue d'être haussier. Donc on continue vraiment voilà, de plébisciter le vieux monde par rapport aux valeurs de croissance, mais on a surtout un dérisque et finalement une correction de l'excès qu'on avait eu sur les valeurs de croissance et un retour sur donc, des valeurs value qui se fait au fur et à mesure, mais là, qui fait consensus dorénavant, depuis que c'était l'hypothèse de travail il y a une année. Là, je pense que c'est quelque chose de très important ici, quand même, c'est la relativité. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez les encours, il y a énormément de flux sortants actuellement. Mais ce que relève le rapport de BofA, c'est qu'en gros, pour résumer, il y a eu énormément d'encours entrants fin 2020, début 2021. Et pour comparer ce qui est en train de sortir du marché actuellement, que ce qui est rentré en cumulé justement sur les 2 dernières années, eh ben, il vous explique qu'en gros, pour chaque 100 $ qui sont rentrés sur les marchés il y a une année à peu près, aujourd'hui, en fait, on n'a que 3 $ qui ont été sortis. Donc, autant dire rien. Donc c'est ça aussi qui est important de bien comprendre. Et après, bon, ils font le topo justement qu'en gros la plupart des gens sont rentrés à une moyenne, vous voyez, de 4200 points à peu près sur le S&P, ce qui fait qu'à un S&P à 3008, 3007, c'est là où ils commencent à souffrir, c'est là où on a commencé un petit peu, on commence donc du coup à rebondir. Mais si on vient dans une seconde alternative à passer en dessous, c'est là où le marché peut rentrer en capitulation. Mais globalement, on n'y est pas encore dans ces capitulations, on est vraiment dans un marché correctif. Alors certes, sur le Nasdaq, vous avez 30% de baisse, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que vous avez un indice qui a fait plus que doubler, et que finalement, on n'a même pas retracé donc la moitié des gains. Ça reste certes violent, un ajustement qui se fait rapidement vis-à-vis de la hausse des taux qui est tout aussi rapide, mais ça reste un ajustement, ça reste une correction dans une tendance haussière de fond qui demeure. Donc on ne peut pas parler de bear market encore, on ne peut pas parler de crack, etc. ou de capitulation. C'est ça qui est vraiment important justement pour rester un petit peu les pieds sur terre. Bon, je descends un petit peu ce qu'ils nous disent, mais en gros, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, c'est la même idée, et tout ça, voilà. Ce qu'ils expliquent ici, en gros, c'est que on a dernièrement, donc on a pricé un petit peu cette peur de la récession également maintenant d'une manière très, très forte. Et vous l'avez vu, les statistiques économiques sont encore pas mauvaises hein, aux US. Donc c'est là aussi où il y a de la balance. Et c'est ce qui fait que globalement, ça pousse la Fed du coup à continuer de resserrer. Et c'est pour ça que justement, il y a 2 semaines, quand on avait les stats d'inflation qui sortent, on voit bien qu'on est en pic, on est bien en train de valider le pic, mais on est quand même aussi en train de valider que l'économie ne va pas se retourner en mode récession du jour au lendemain en 2 semaines. Donc voilà, le marché également, il faut qu'il digère parce que on le voit, hein, tous les jours, il y a énormément d'infos, vous avez énormément de choses qui sortent, tout et son contraire. Mais l'économie ne va pas aussi vite. Alors certes, post-Covid, on a quand même énormément accéléré les cycles, mais voilà, chaque jour, il n'y a pas quelque chose qui change. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait eu une consolidation sur toutes les valeurs qui étaient value cycliques, matières premières et compagnie, justement, sur cette peur de la récession.
Et aujourd'hui, il y a tout qui est en train de rebondir. Pourquoi? Ben parce que l'idée, c'est de se dire, ouais, mais même s'il y a récession, globalement, il y a toujours un déficit d'offres. Donc j'ai toujours une problématique aujourd'hui sur mon offre, même si j'ai une récession. Je veux dire, tant qu'on ne recoupe pas en mode Covid, vous avez toujours une problématique de matières premières. Et en plus, la Chine est en train d'annoncer réouvrir, donc voilà, ça met le petit boost également supplémentaire que les matières premières, dont les matières premières avaient besoin. Mais en gros, si vous regardez un graphique, tout ce qu'on a fait, c'était une consolidation dans les tendances haussières dominent, et donc en fait, les probabilités, c'est que vous ayez une relance de la tendance. Mais après, d'un point de vue macro, on peut toujours aussi l'expliquer. Voilà, et ce que j'avais pris également dans le rapport que je trouvais intéressant, c'est toujours, voilà, il y a ce tableau de performance. Et ce que j'aime bien regarder, vous voyez, c'est la Turquie, donc qui gagne 20%, et on se dit, bah, chouette, c'est super la Turquie. En plus, ils sont en crise et tout, ils sont super forts. Mais toujours rapprocher ça aux monnaies. Hein. Si vous regardez la lire turque, hein, vous êtes à du moins 10% sur la même période. Donc c'est ça, et puis ça c'est depuis le début de l'année. Si vous regardez sur 2021 également, vous avez eu ce préjudice. Donc ne jamais sous-estimer la dévaluation de la monnaie qui fait monter les actions, qui permettent une certaine protection, pas forcément entière, mais ça permet une protection. Mais donc du coup, nous, en tant qu'investisseurs, si on n'est pas turc, etc., c'est pas juste se dire, ouais, c'est en train de monter de 20%, donc en effet, c'est en train de repartir. Il faut prendre également la monnaie. Après, en tant qu'investisseur, si vous êtes en euros, etc., vous pouvez jouer le coup double, qui est la hausse des actions turques, par exemple, et en même temps, votre pouvoir d'achat en euros. Mais voilà, l'idée également. Par contre, si vous regardez le reste, c'est ça qui est intéressant, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Australie, c'est là où c'est intéressant, justement, où on voit quand même des monnaies qui sont fortes. Qui reste forte également. Donc là, c'est d'autant plus intéressant. Surtout que le Brésil, par exemple, si vous regardez, la Banque centrale a remonté son taux à 10%. C'est pas rien, il y a une inflation qui est énorme également. Donc voilà, il faut prendre tout ça également en compte et pas juste regarder juste la performance de l'indice boursier. Parce que c'est comme nous, quand on regarde le CAC 40, on se dit, ouais, bon, ça a baissé de 10% ou ça a monté de 10%, ouais, mais ok, mais un investisseur extérieur, parce que c'est surtout des investisseurs extérieurs, qui a un pouvoir d'achat en dollars, lui, ça lui fait quoi? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il est intéressé d'investir en Europe? Le jour où la guerre s'arrête, est-ce que les flux reviennent en Europe, justement? Est-ce qu'il y a un intérêt sur la parité euro-dollar? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça lui permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat? C'est ça pour moi qui est important dans les hypothèses de travail à faire. Allez, on va passer au second rapport donc, de vendredi. Ce second rapport, globalement, il nous explique la même chose qu'on s'est expliqué plus tôt. Comme je vous ai dit, on ne refait pas la face du monde en une semaine. Ce qui m'intéresse, voilà, bon, c'est ils reprennent le côté bulle hein, sur le fait qu'en 2021, en gros, vous aviez plein de jeunes hein, qui arrêtaient leur job pour devenir des traders de crypto. Très bien, et c'était le même cas dans les années 2000, etc. Et en gros, ils font la comparaison des bulles. Et bon, ils comparent les bulles juste pour comparer également la rapidité et la grosseur de la bulle. Alors ils mettent le Bitcoin ici, mais on pourrait globaliser sur crypto, c'est essentiellement ça. Donc voilà, c'est juste en gros pour comparer. Alors ils ont mis ARK aussi, très bien. Voilà, c'est juste une comparaison et c'est juste aussi pour comparer ce qui est comparable. Il y avait justement quelqu'un qui me disait est-ce que le crack crypto peut impacter et crasher les actions? Alors déjà, je pense que c'est plutôt le contraire. On voit, c'est plutôt le deleveraging et le dérisque que l'on a sur les actions qui pousse également à du dérisque sur les cryptos. Essentiellement, vous avez beaucoup de pros qui sont rentrés, donc il y a des appels de marge, des trucs, des machins. Mais c'est pas, si vous voulez, le marché Bitcoin crypto aujourd'hui, il pèse l'équivalent de 2 GAFAM. Donc c'est rien. Hein. Avant tout, les marchés actions et surtout le marché obligataire sont les plus gros. Si vous prenez la représentation des dérivés, vous allez prendre peur, donc on reste sur ça. Mais donc voilà, il ne faut pas se dire qu'un crack sur le marché des cryptos, oui, c'est important, c'est une question de confiance, etc. Mais c'est surtout lié à du deleveraging, à du dérisque, etc. Mais ça ne peut pas, ce n'est pas systémique aujourd'hui. Le monde des cryptos n'est pas systémique, ne représente pas suffisamment
pour pouvoir pousser des fonds à la faillite, qui sont aussi impactés sur les actions, qui devront donc vendre les actions, etc. Non, pour moi, c'est plutôt le contraire. Donc pour moi, c'est pas le marché crypto aujourd'hui qui et son crack éventuel qui peut casser les actions. Par contre, c'est lié à la même chose, hein. C'est lié aux valorisations que l'on donne, à la hausse des taux, à la baisse de liquidité, aux effets de levier énormes qui étaient pris. Mais c'est avant tout pour moi pas la mort, mais du dérisque. Donc on est en plein là-dessus, hein, globalement. Ensuite, on continue d'avoir pas mal de sorties de capitaux, c'est ça qui est important également, malgré le rebond. Alors on aura plutôt ça dans le rapport de la semaine prochaine. On a quand même des pros qui continuent de rentrer. Mais surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'ils refont le petit coup là. Maintenant, on est à 4 $ qui ont été sortis. Donc c'est toujours pas énorme, hein. C'est ça qui est important de bien relever. Ce qui est important de relever également, c'est que BOFA ici aussi fait un petit peu une checklist, un petit peu de ce qu'il faut regarder pour vraiment se dire si le marché capitule ou pas. Et il conclut également qu'en gros la capitulation n'est pas totale et que donc certes c'est un point bas intermédiaire qui permet le rebond, mais que c'est pas non plus une capitulation totale du marché. Donc du coup on compare ça au fait que on a surtout pricé là ce que la Fed est en train de faire, ce que le marché peut éventuellement pricer dans une continuation de sa tendance baissière post-rebond, qui peut durer, hein. Mais c'est surtout derrière, on va attendre d'avoir des stats pour voir l'impact sur l'économie. Et encore une fois, l'économie est déjà en train de montrer des signes un petit peu de faiblesse, et la Fed rajoute par-dessus. Mais on aura cet impact-là que dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est qu'une question d'anticipation. On sait que le marché il anticipe à 6 mois, bref. Et on sait très bien que Biden, à partir du moment où on va passer les midterms en novembre, on risque certainement de repasser en mode accommodant, puisque évidemment ce qu'on ne veut pas, je dirais, il y a une seule chose de pire pour les électeurs que l'inflation, bah c'est la baisse de la croissance et donc perte de job, etc. Donc c'est ça qui va être important. Maintenant, voilà, on n'est pas en train encore de parler de récession, c'est pas forcé encore. Donc du coup, pour tout ce qui est marché émergent et compagnie, pour l'instant, c'est encore des vents contraires. Bon, on a vu, le Brésil, par exemple, peut continuer de performer. Et donc ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est le dollar. Dollar qui continue d'être eurofiche, qui continue d'être puissant. Donc en fait, il y a deux arguments qui sont importants maintenant. C'est la suite au niveau de la Chine. Est-ce qu'ils vont être accommodants eux aussi? Parce qu'en novembre, il y a des grosses dates aussi chez eux. Et donc, il ne faut pas perdre la face. Et donc, ils vont être accommodants en sortie Covid. Et ensuite, il y a la longueur de la guerre en Ukraine, avec toutes les répercussions évidemment sur les matières premières sur la suite. Et on l'a vu, ce déficit d'offres qui ne va pas se résorber du jour au lendemain également. Donc voilà globalement un petit peu pour moi ce qu'il y avait d'important sur ces rapports BOFA. Bon, on peut rentrer ensuite dans le détail, etc. Mais globalement c'est ce que je vous ai dit. Je m'en sers, voilà, ça me permet d'avoir une vue. Et souvent des stats, etc., qui permettent de corroborer ce qu'on peut sentir également dans l'évolution des marchés. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les suivantes, mettre des likes et partager la vidéo avec d'autres investisseurs que ça pourra aider. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est votre vision pour la suite. Salut les graphes.